Bonsoir Christophe. Vous racontez tous les soirs des histoires venues d'ailleurs. Et notre première destination ce soir, c'est l'Iran, la République islamique d'Iran, où les autorités ne nient plus que une partie de leurs citoyens ont des problèmes avec l'alcool. Oui, alors que l'alcool, on est bien d'accord, est strictement interdit depuis la révolution islamique de 79, j'ai envie de dire évidemment, mais voilà, il y a un principe de réalité parce que toutes sortes de breuvages arrivent illégalement par l'Irak voisine et finalement, c'est assez facile de se procurer de l'alcool en Iran. Une belle enquête du New York Times explique qu'on peut être livré à domicile et même les statistiques officielles avancent qu'au moins 10% de la population s'y est mis. Et donc, s'il y a de l'alcool, il y a des alcooliques. Absolument, et c'est là qu'on mesure l'évolution du pouvoir iranien sur ce sujet-là. Parce que depuis 2 ans, à la demande du ministère de la Santé, des centres de traitement des addictions ont été priés de s'occuper des personnes dépendantes. Des cliniques privées ont ouvert et tout un réseau de groupes type alcoolique anonyme a été autorisé sur la place publique. Donc l'étape suivante, c'est l'autorisation de la consommation d'alcool ? Faut pas pousser quand même. C'est tout le paradoxe qui subsiste. Sous l'impulsion du président modéré Rouhani, une personne dépendante à l'alcool, aujourd'hui, n'est plus considérée comme un criminel qui mérite des coups de fouet, mais comme un patient. On voit même sur les routes des pubs associant bouteilles de whisky et voitures accidentées, manière de dire, bon, on sait bien que vous buvez, mais attention. Et dans un même bâtiment municipal, vous pouvez trouver un jardin d'enfants, un cours de religion et une salle prêtée aux alcooliques anonymes. Mais la police organise toujours de grands shows médiatiques où des bulldozers détruisent des milliers de bouteilles de contrebande. Ça s'appelle une évolution en douceur. Et c'est l'occasion de rappeler que l'Iran ne correspond pas du tout à la caricature qu'on en fait. Deuxième histoire de ce journal du Monde, il s'agit d'une innovation étonnante qui en dit long sur l'état du Japon. Et c'est donc au Japon que nous allons. C'est un pays où les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et c'est une partie d'ailleurs de leur problème. Voilà. Et vous connaissez, Christophe, les drive-in pour acheter un casse-croûte sans descendre de sa voiture. Oui. Eh bien, une société privée japonaise s'apprête à lancer les funérailles en drive-in là-bas. Et c'est Bernard Delattre, le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, qui nous raconte ça. Bonsoir Bernard. Comment ça marche l'enterrement depuis la voiture ? Bonsoir, alors concrètement c'est très simple. Les conducteurs se gareront devant un guichet comme au fast-food, ils signeront un registre de condoléances sur une tablette que leur tendra le préposé et avec leur carte bleue ils feront un petit don financier. C'est l'usage au Japon pour contribuer aux frais des funérailles. Et la famille du défunt suivra tout ça depuis la salle de cérémonie sur écran vidéo. Et ces drive-in funéraires ont été conçus notamment pour les personnes âgées, pour leur éviter de devoir descendre de voiture puis de se déplacer en chaise roulante. Donc finalement ils s'adaptent au vieillissement de la population, quoi. Voilà, 35 millions de Japonais en 65 ans ou plus, soit 27% de la population, c'est un record mondial. Et ça pose de gros problèmes pratiques. Car plus d'1 million de Japonais doivent être incinérés chaque année. Or, les crématoriums sont débordés. Donc les familles des défunts doivent se contenter de crémations low cost, des cérémonies ultra rapides qui s'enchaînent. Ou alors, elles doivent se mettre en liste d'attente, en quelque sorte. C'est pour ça qu'existe au Japon ce qu'il faut bien appeler des hôtels pour défunts. D'immenses chambres froides, en fait, où on stocke les cercueils le temps qu'il faut. Donc on imagine que ça va coûter plus cher, ce business des obsèques. Absolument, et vous touchez là un deuxième problème, c'est la paupérisation des seniors japonais. 19% sont sous le seuil de pauvreté, record de tous les pays industrialisés. C'est pourquoi pour réduire le coût des cérémonies, depuis cet été, figurez-vous que parfois les religieux sont remplacés par des robots qu'on a programmés pour réciter les incantations bouddhistes sacrées. On peut aussi, d'un simple clic sur Internet, faire appel au service de religieux bouddhistes freelance qui coûtent moins cher. En somme, c'est l'ubérisation des rites funéraires. Passionnant, merci. Merci à vous, Bernard Delattre, à Tokyo. 2 informations en bref, Sophie. Oui, vous connaissez sur Internet le système de paiement rapide en un clic. Eh bien, le site vous connaît à ce moment-là et il suffit de vous confirmer vos coordonnées et hop, l'achat est fait. Eh bien, ce système, figurez-vous, il est breveté depuis 1997, propriété d'Amazon, à qui d'autres sites de commerce en ligne payaient jusqu'ici une redevance. Et ce brevet devient libre de droit aujourd'hui. L'air de rien, c'est la fin d'une rente pour Amazon qui se chiffrait en milliards de dollars. Ah oui, tout de même. Le concours de Miss America a lieu dimanche et Miss Texas s'est déjà distinguée. Et pourtant, elle n'a pas gagné. Mais pendant le concours, elle a été interrogée par le jury sur les violences de Charlottesville et sur la réaction de Donald Trump qui n'avait pas condamné, vous vous souvenez, les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan. Le président américain avait dit que les torts étaient partagés. Miss Texas avait 20 secondes pour répondre. Pas facile. Je pense que ce problème avec les suprémacistes blancs, c'était très clair. C'était une attaque terroriste. Le président Trump aurait dû faire une déclaration plus tôt pour le dire et pour s'assurer que tous les Américains se sentent en sécurité dans ce pays. C'est l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Voilà, elle n'est pas Miss America, mais cette Margana Wood... Elle n'a pas été élue. Non, mais elle a gagné beaucoup de fans dimanche. Ouais.